Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Sarah Poniatowski. Le grand public vous a découverte sous le nom de Sarah Lavoine lors de votre mariage avec le chanteur Marc Lavoine, mais en réalité, vous avez toujours écrit votre propre histoire avec audace et surtout avec indépendance. Aujourd'hui, votre nom est synonyme d'élégance et de modernité, une véritable signature dans le monde de la décoration et de l'aménagement intérieur. Après des études en psychologie, communication puis théâtre à New York, vous vous lancez dans l'aventure de la déco avec vos premiers chantiers en 2002. Là, c'est le déclic. 2 ans plus tard, vous fondez votre studio éponyme, Sarah Lavoine. Très vite, vous devenez une référence incontournable dans le domaine. Vous ouvrez des boutiques en France, en Belgique et au Luxembourg, tandis que votre signature stylistique conquiert des amateurs de design du monde entier. Votre style, un équilibre parfait entre matériaux nobles, lignes intemporelles et couleurs audacieuses, avec en point d'orgue votre iconique bleu Sarah. De Paris à New York, vous transformez restaurants, hôtels et appartements privés avec chaleur et personnalité. Vos collaborations avec des marques de luxe et des artisans d'exception amplifient encore votre rayonnement. Femme passionnée, libre et curieuse, vous avez animé l'émission Design by Sarah Lavoine, publié plusieurs ouvrages, dont le dernier Rêver, oser, créer, recommencer. Plus qu'une designeuse, vous êtes une entrepreneuse inspirante, une femme qui ose et réussit. Bonjour Sarah. Bonjour. Bon alors on voit que vous avez fait pas mal d'études. J'ai pas été au bout de mes études. Enfin, j'ai tâtonné et touché sur plusieurs terrains, mais j'ai eu mon bac. L'idée étant d'aller où? Puisque vous avez fait un peu de psycho, de la communication, du théâtre. Aujourd'hui, finalement, tout sert. La psycho sert quand on fait des appartements privés, par exemple, quand on rentre dans l'intimité des clients. Le théâtre sert à être peut-être plus à l'aise pour pouvoir parler en public. Enfin, voilà, tout est asservi, mais je n'ai pas de grand diplôme en tout cas. Il y avait la déco en ligne de lire? Non, au départ pas du tout. Enfin, ma mère est décoratrice, donc j'ai baigné dans cet univers quand même. Ça ne sort pas de nulle part. Quand vous êtes avec Marc Lavoine, jeune marié, vous déménagez régulièrement. La motivation de ces déménagements, c'est de refaire des appartes? Oui, c'était un truc un peu comme ça, névrotique. Là, par exemple, ça fait 1 semaine que je suis ici, donc je viens de déménager, oui. Mais c'est vrai que dès qu'il n'y avait plus rien à faire, plus de meubles à tourner, je m'ennuyais, donc je cherchais un nouveau lieu à faire, à créer. Donc à un moment, je me suis dit que j'allais faire pour les autres. Vous êtes lancée avec votre mère? Ouais, j'ai appris pendant 2 ans avec elle, sur les chantiers. Et puis après 2 ans avec un ami architecte, François Schmitt, et après j'ai monté ma boîte. C'est difficile de se lancer quand on n'a pas de diplôme. Vous avez jamais étudié l'archi, ouais, la déco? C'est une question de goût. Enfin, par exemple, Putman, André Putman, elle n'avait pas non plus de diplôme. Son seul diplôme, c'était un diplôme d'arpiste. Et finalement, c'est une des plus grandes designeuses du XXe siècle. Donc, ça décomplexe quand on voit ça. Vous aviez pas peur de vous lancer? Non. Mais parce que j'ai un modèle aussi de femme. Ma mère travaille chef d'entreprise, ma grand-mère travaillait, mon arrière-grand-mère travaillait. Donc, il y a un côté, c'est possible de le faire. Donc, j'ai la chance d'avoir été élevée avec cette dynamique-là de femme. Quand vous vous lancez, vous êtes jeune mère. Ouais. C'est un drôle de timing. Vous avez un bébé, ouais. D'autres grossesses à venir. Ouais, un peu plus tard, les autres. Mais en lançant votre boîte, pourquoi ce timing? Je sais pas. Tout d'un coup, je me voyais pas du tout femme au foyer. Donc, j'ai trimballé mon bébé partout. C'était un bonheur. J'avais 24 ans. Tout allait bien. Et ça paraissait facile, en fait. Mes 3 grossesses, j'étais au bureau le jour de mon accouchement et je reprenais 1 semaine après. T'as pas de congé maternité. Donc, je faisais, voilà, c'est pas une maladie. Et finalement, on est capable de beaucoup de choses, nous les femmes. Et c'était sans sentiment de frustration parce qu'on est moins avec son bébé ou parce qu'on a moins de temps ou parce qu'on a envie de prendre du temps pour soi? C'est l'avantage quand tu es ta propre patronne quand même, c'est une chance de pouvoir gérer son temps. Si j'avais travaillé pour quelqu'un d'autre, oui, ça aurait été un drôle de timing parce que j'aurais été beaucoup plus contrainte. Là, j'avais quand même une certaine liberté. Le goût du beau, vous n'êtes pas venu par hasard. Vous êtes issu d'une famille aristocratique polonaise. Est-ce que vous pensez que cet héritage
a façonné votre goût du beau, justement? Je pense pas que ça soit la famille aristocratique polonaise qui ait façonné mon œil. C'est plus mes parents. Mon père qui était directeur de Vogue, et donc on a beaucoup voyagé, vu beaucoup de monde, rencontré beaucoup de personnes passionnantes et intéressantes dans tous les domaines. Ma mère avec l'architecture d'intérieur aussi, et les voyages et tout ce qui fait que votre œil est happé par le beau. Enfin, en tout cas, ce que moi j'aime, je considère comme beau, parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, mon goût, et oui, ça se façonne et ça s'apprend. Votre père, vous le disiez, a été directeur de Vogue, et il y avait traditionnellement chez vous de grandes tablées avec des personnalités en tout genre, des artistes, des castings éclectiques. C'est ça aussi qui vous a donné le goût de l'art de vivre, de la table? En tout cas, c'est le goût de rassembler les gens dans des maisons. Mon père avait une maison sur le bassin d'Arcachon et au Maroc, et c'est vrai que j'ai un peu reproduit le même schéma, et je rassemble tout ça dans un côté très multigénérationnel en plus. Donc on mélange tout le monde, et les amis, et la famille, et de tout âge, et c'est vraiment un peu à la Claude Sautet. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier chantier quand vous vous lancez? Donc, vous visiez pas forcément ce métier-là, vous êtes jeune mère, et là arrive votre premier vrai chantier. Je travaillais pour donc un ami architecte, et souvent, comme c'était pas ma boîte, il y avait ou des retards de délai ou des choses. Bon, et ça, c'est un truc que j'ai du mal à gérer. Donc, j'avais un client. Et je me dis, j'ai un client, donc autant partir et monter ma boîte. Et puis, il faut pas grand-chose pour monter une boîte d'archi. Enfin, voilà, il fallait 1 500 €. Pas besoin d'investissement autre que mon temps. Et finalement, le client, il avait un très bel appartement, hein, mais il voulait tout pour la veille. Et je me suis dit que j'allais rentrer dans une galère sans nom, que ça allait pas du tout le faire. Donc, j'ai quitté le client. Donc, j'ai monté mon entreprise, mais j'avais plus de clients. C'est une longue aventure, c'est une aventure humaine, les chantiers. C'est pas, ça dure pas de 15 jours. Et voilà. Donc, c'est vraiment avant tout une question d'affinité, et là, c'était impossible. Ce qui est drôle, c'est que 20 ans après, ou 15 ans après, il est revenu, et je lui ai dit, si tu te calmes, je veux bien le faire. Et donc, je lui ai fait un autre chantier 15 ans après. Et puis après, j'ai d'autres amis, finalement, parce que c'est vraiment un métier de bouche à oreille aussi, qui avaient acheté une très belle maison rue Mouffetard, au fond d'une impasse. Et ils m'ont confié le chantier. Et on a fait ça ensemble, et donc c'était mon premier chantier. Et j'ai adoré, voilà, ils avaient beaucoup de goût, on était très en phase sur ce qu'on voulait. Et après, c'est bouche à oreille, voilà. Quand vous tenez bien vos équipes, que vous tenez vos délais, que tout se passe bien, après on vous recommande. Et puis après, il y a la presse quand même aussi, qui a toujours été assez présente et sympa avec moi. Donc voilà, une fois qu'on vous publie un premier reportage avec une belle maison, ça s'enchaîne. Et j'ai eu de la chance, oui. Vous parliez de vos équipes. Les corps de métier qui travaillent sur des chantiers sont souvent des hommes. C'est compliqué quand on est une femme. Est-ce que ça complique la chose? Moi, je crois pas, parce que d'abord, je me suis toujours sentie très garçon manqué dans mon enfance. Donc, j'avais pas le droit d'avoir les cheveux longs. Enfin, oui, c'était un peu genre, ma mère, je voulais un garçon. Vous n'aviez pas le droit d'avoir les cheveux longs? J'étais comme un petit garçon, voilà, donc très garçon manqué. Et surtout, je pense que face aux hommes, on a beaucoup plus de pouvoir qu'un autre homme. Enfin, un sourire passe beaucoup plus facilement. Donc, moi, j'ai aucun problème à diriger des équipes masculines. Et je pense qu'ils n'ont aucun problème. J'ai jamais eu de problème avec le fait que je sois une femme. Vous n'avez pas eu de syndrome de l'imposteur? Si, mais syndrome de l'imposteur, pas par rapport au fait d'être une femme. Parce que j'ai pas fait d'études dans ce domaine et que j'ai besoin de m'entourer d'équipes pour travailler sur des plans, sur les ordinateurs et des choses comme ça, de retranscrire ma vision. Mais en tout cas, pas d'imposteur de femme, non. Et à quel moment on passe au-dessus de ce syndrome de l'imposteur? Bon, avec les années, je pense à la reconnaissance. On oublie qu'on n'a pas de diplôme. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez environ 130 salariés, une vingtaine de boutiques, une centaine de points de vente un peu partout dans le monde. C'est évidemment une réussite. Mais pour l'artiste, comment on vit la chose? C'est un peu schizophrénique parfois d'avoir cette double casquette de chef d'entreprise et de créatrice, parce que ça va pas forcément ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de plein de choses, et on me dit, non, tu peux pas, parce que c'est trop de coûts, c'est pas assez rentable, c'est pas assez machin. Donc, ça m'enlève quand même de l'agilité et de la liberté. Mais bon, en même temps, je suis ravie et hyper heureuse d'avoir créé cette marque qui existe, et c'est génial, hein. Mais parfois, t'as envie de redevenir toute petite. Si un projet vous tient à cœur, vous pouvez quand même le forcer, même s'il n'est pas assez rentable? Oui. Sur la partie archi, oui. Ouais. Parce que finalement, on vend du service et du temps. Donc, c'est presque sur mon temps à moi en plus. Donc, c'est pas très gênant. Sur la partie retail et boutique, non. Parce qu'il y a des enjeux derrière de stock, de quantité, tout ça. Donc, je fais pas de caprice de créatrice, en tout cas.
Est-ce qu'on peut retrouver une sorte de Madeleine de Proust ou une ambiance cosy de votre enfance, un souvenir qu'on retrouve régulièrement dans vos décos? Non, c'est plutôt ce qu'il y a sur les murs que je ne fais pas moi. Vraiment des tableaux, des photos, des miroirs, des choses. J'habille tout de suite mes murs quand je emménage, ou je trouve que ça donne une âme à un lieu. C'est toujours très vivant et très chaleureux, mais c'est plus un univers, une ambiance, mais pas forcément quelque chose en particulier qui reflète... Comment on en vient à créer sa couleur? Donc le bleu Sarah dont je parlais en introduction. C'est pareil, c'est un peu lui qui m'a choisi. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais fait avec un graphiste un logo avec plusieurs tentatives, plusieurs essais de couleurs. Celui-là a été choisi pour notre logo. Après, on s'est dit, c'est quand même sympa comme couleur. On va essayer de la faire sur des assiettes avec Jars, qui est une maison française d'art de la table. Sur de la céramique, et donc assez vite finalement ça s'est imposé comme notre couleur. Après on a fait de la peinture avec ressources, et vous avez ce bleu qu'on a testé aussi, donc il a été décliné sur tous les supports et c'est devenu un peu notre identité, l'identité de la marque. Au début, vous faites surtout des aménagements intérieurs, et puis après, vous faites des collabs avec des hôtels, des restaurants, et même avec le Louvre. Vous vous éclatez dans chacun des projets? Oui, alors c'est pas des collabs, c'est des chantiers. Le Louvre, c'est une collection pour eux, mais vers les hôtels, c'est pas des collabs. Vous refaites la décoration. On fait des projets en entier d'architecture intérieure, où on fait le siège social de L'Oréal Luxe. Au début, c'était que du résidentiel, et après, restaurant, hôtel, sièges sociaux. Pour un siège social, on s'amuse? Ouais, c'était génial. On a passé un énorme concours. Et on est arrivé en finale, donc gros stress, pour gagner 45 000 m² de bureaux pour L'Oréal Luxe. Oui, on s'amuse quand même. Et là, on arrive à rendre des bureaux sexy? Très sexy. Ils sont très heureux, les collaborateurs, d'aller travailler là-bas. On m'en parle encore maintenant, ça fait 8 ans, je pense qu'on a rendu le chantier, ça a duré 3 ans. Et à chaque fois, on me dit, j'ai la chance de travailler dans ce bureau. Et c'est vrai que je sors de la moquette grise et du néon blanc. Donc on a vraiment apporté de l'âme et de la maison dans un intérieur de bureau. Et je pense que c'est pour ça qu'on a gagné le concours. On a l'impression d'entrer dans un salon quand on... Ouais, là, on vient de faire le siège social de Covivio, qui est la plus grosse foncière immobilière de France. Et quand tu rentres dans leur immeuble rue de Madrid, t'as l'impression d'entrer dans un hôtel. C'est très, très habité, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de choses. Il y a un comptoir d'accueil, mais qui est un bar aussi. Enfin, c'est pas du tout un hall d'immeuble de bureau. Et les hôtels, c'est beaucoup de contraintes où vous pouvez vous lâcher? Ça dépend de la taille de l'hôtel. Là, on est en train de faire un hôtel classé à Bruxelles. Donc oui, l'immeuble classé, il faut récupérer les anciens papiers peints, les anciens moulures, des choses comme ça. Sinon, l'hôtel Rock, qui est un 5 étoiles dans le premier, on avait vraiment carte blanche. Puis là, on fait un hôtel sur l'île Seguin aussi, mais qui est beaucoup plus gros, donc c'est plus des contraintes économiques. En dehors de ces projets prestigieux, vous avez des projets plus simples, on va dire, comme l'aménagement de salles pour les soignants dans les hôpitaux, ou des cafés joyeux qui embauchent des personnes en situation de handicap. Là, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous êtes allé dans cette direction? En tant que créativité, et ça reste la même, sauf qu'après, on se sent un peu plus utile quand on peut faire savoir que les soignants se sentent bien dans une bulle de soignants qui, dans chaque hôpital, on a fait à peu près 100. Et c'est vrai qu'avant ça, c'était avant le Covid, ils n'avaient rien, il n'y a pas d'endroit pour se reposer, pour se retrouver, pour échanger. C'est le même travail, juste avec ce sentiment de se sentir utile qui est très agréable. Et pareil pour les cafés joyeux, c'est une aventure géniale. Ces équipiers sont tellement joyeux. On a inauguré celui du 8e, à Saint-Philippe-du-Roule. Ils étaient tellement mignons, fous de joie, beaucoup plus que des gens qui ont pas ces handicaps-là. Et donc c'est vrai que moi, ça me touche beaucoup. Et maintenant, ils ont un diplôme d'État grâce au Café Joyeux. Ils sont reconnus et ils ont un vrai travail, ce qui n'était pas le cas avant. L'insertion est pas facile. Donc oui, j'adore faire ça. Ces projets, c'est vous qui allez les chercher? C'est votre idée ou on vient vous chercher? Café Joyeux, au départ, ils ont venu nous chercher pour dessiner une boîte, juste une boîte de café. Et je dis, oui, bien sûr. Ils me disent, génial. Je dis, non, mais si tu veux, même, je te dessine ton café. Enfin, voilà, donc, les hôpitaux, on est venu me chercher aussi pendant le Covid. On m'a dit, voilà, Sanofi travaille avec la fondation des pièces jaunes. Est-ce que tu voudrais créer un concept qui soit déclinable dans les hôpitaux? J'ai dit, bien sûr, avec plaisir. Donc, voilà, on a travaillé dessus. On a été voir Madame Macron et bénévolement, on lui dit, voilà, on a créé ce concept. Et ça a plu. Donc maintenant, après, c'est un appel à projet avec la fondation. Mais je me dis, il y a à peu près 100 qui a déjà été réalisée. Et vous continuez là?
Ça fait donc plus d'une vingtaine d'années que vous avez lancé votre carrière dans le domaine de la décoration. Est-ce qu'au bout d'un moment, la créativité s'essouffle un peu, ou c'est difficile de se renouveler, ou de trouver des sources d'inspiration ? Oui, c'est difficile. J'aime voyager, j'aime voir des expos. Enfin, voilà, j'essaie de nourrir un maximum mon esprit avec mes enfants. Et en même temps, on vous reproche de ne pas vous renouveler parfois, et en même temps, ils vous demandent toujours la même chose aussi. Donc il faut trouver ce juste équilibre entre le renouvellement et sans se trahir non plus, parce qu'après, je peux pas aller à l'opposé. Enfin, il y a des choses que j'adore. J'adore Jacques Garcia, mais je serais incapable de faire des décorations comme il fait. Selon vous, est-ce qu'il existe un design qui est capable de traverser les modes et les temps, ou une décoration qui est forcément éphémère ? Moi, j'aime pas quand c'est trop marqué, qu'il y ait un total look. Donc, je pense que ça marche quand tu mélanges les époques et les styles, justement, que tu t'enfermes pas dans un truc trop... Ou alors pour un décor particulier. Mais en tout cas, dans un intérieur, dans une maison, c'est bien de pouvoir un peu mélanger les choses. Et dans ce cas-là, ça passe vraiment le temps. Aujourd'hui, vous faites de l'archi d'intérieur, des meubles, des objets de déco, des lunettes, des baskets, vous avez fait du prêt-à-porter, des livres, vous avez fait de la télé. C'est quoi la prochaine étape ? C'est de continuer. Non, la prochaine étape, ça serait de faire des hôtels, de créer ma chaîne d'hôtels, enfin ma chaîne, un petit groupe d'hôtels, ouais. C'est un projet ou c'est un rêve ? Les deux. Comment est-ce que vous vivez l'idée d'être une icône du design, de la décoration en France ? Je n'ai pas l'impression d'être une icône de la décoration en France. Vous sentez quand même une forme de notoriété ? Oui, mais là, par exemple, le bouquin, c'est plus dans la transmission qui est intéressant, en fait, que de servir de cette notoriété pour pouvoir aider certaines personnes. Donc, c'est vrai que le livre qu'on a fait là, chez Flammarion, c'était ça, c'était essayer de transmettre comment j'ai vécu mon parcours de chef d'entreprise, de femme, et de pouvoir aider un peu certaines femmes qui osent pas ou qui sont un peu perdues. Ça me réjouit. Après, je me réveille pas en me disant que je suis une icône. Justement, cette idée de livre, d'écrire sur l'empowerment, en fait, ça vous est venu comment ? Ça m'est venu par Édouard Redevier, mon directeur général et associé, qui m'a dit un jour, mais tu fais tellement de forums de femmes, il faut faire un bouquin sur l'empowerment féminin. Donc, je dis, oui, pourquoi pas, avec plaisir. Et on a appelé Sophie de Closet chez Flammarion, qui était mon éditrice avant aussi, qui a été chez Fayard, et on a déjeuné ensemble, et banco, génial, super idée. Donc on a monté une équipe et vraiment on a fait ça en 3 mois, bossé tout l'été, et je trouve le bouquin très sympa en fait. Il a un super ton, il est accessible, il y a des illustrations, enfin voilà, il est très ludique. Quel bâtiment est-ce que vous rêveriez de redécorer ? Mon bâtiment préféré, c'est le Grand Palais, mais il n'y a même pas besoin de le décorer, en fait. C'est exceptionnel, cette verrière, cet endroit, mais absolument magique. Parfois, il n'y a pas besoin de décoration. Je trouve que l'architecture en elle-même, c'est un métier exceptionnel. Quel est le projet sur lequel vous êtes le plus éclaté ? Le projet, je pense que c'est le siège social de Seine 62 de L'Oréal Luxe. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? C'est une femme qui a du style, voilà, qui passe, que tu vois dans la rue, comme ça, qui a une allure, en fait. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a particulièrement inspiré ? Oui, je parlais d'elle tout à l'heure, c'est André Poutman. Cette figure comme ça emblématique du design et cette silhouette incroyable quand même. Quel est l'adjectif qui vous qualifie le mieux ? Généreuse, je crois. L'aspect le plus compliqué de votre travail ? Renouvellement. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez douté, que vous avez trouvé que la marche était trop haute et vous avez voulu reculer ou renoncer ? Tu peux plus renoncer quand tu es dans cet engrenage-là. Il y a trop de gens qui comptent sur toi, donc tu es obligé de continuer. De quoi est-ce que vous êtes la plus fière ? De mes 3 enfants. Quel est votre plus gros défi ? Le plus gros défi, c'est justement de rester désirable. Votre prochain Everest ? C'est d'aller plus à l'international. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide ? Le titre de mon livre. On va repasser quelques minutes sur un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Je sais pas. C'est mon sac, je l'ai avec moi. C'est votre sac, en fait. Oui, c'est mon sac. Quel est le pire moment que vous avez vécu en voiture ? J'ai jamais vraiment vécu de pire moment. J'adore conduire, moi. Donc, c'est mon côté garçon manqué sûrement, mais j'adore. Je conduis de moins en moins parce qu'à Paris, ça devient très compliqué de conduire. Mais non, pas de pire moment. Et à l'inverse, votre meilleur souvenir ? Moi, je pense que c'est quand j'ai dû avoir mon permis à 18 ans, et j'avais 18 ans et 3 jours, je ne rêvais qu'une chose, c'était d'avoir mon permis. Et j'ai pris ma petite Austin et je suis partie direct pour aller voir ma grand-mère. Et c'était super, il y avait un côté de liberté totale. Ce que les jeunes n'ont plus aujourd'hui vraiment, parce que de toute façon, tu as tellement de moyens entre les Uber, les machins. Moi, je force mes enfants à passer leur permis. Donc, ils me remercient après, ils sont contents. Mais là, mon fils, pareil, je lui dis, t'as 1 semaine de vacances, t'as 1 semaine où tu passes ton permis. Quelle est la musique que vous écoutez en voiture ? Supertramp. Si vous deviez transformer une voiture avec votre œil de décoratrice, qu'est-ce que vous imagineriez ? J'adorerais faire une voiture, donc voilà un prochain défi, faire une voiture.
Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts? J'écoute de la musique, je suis plutôt active au volant, plutôt énergique. Et pour finir, on part en road trip. Sarah, où est-ce que vous nous emmenez? En road trip, en long road trip, voilà, je sais pas, on part d'ici et puis on descend jusqu'au Maroc. Sarah, au revoir et un immense merci pour ce moment élégant. Merci à vous. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda.